vous présenter la conférence qui va suivre, donc avec Antoine Delugeot et Cyril Verbuge, qui vont nous parler de planification, mais surtout comment transposer la planification en l'automatisant. Donc on est ravis de pouvoir les faire intervenir pour le PMI cette année, et du coup il nous reste à leur laisser la parole. Donc on est sur un format 45 minutes avec une trentaine de minutes de présentation, et il y aura un moment pour les questions à la fin de la présentation. La parole est à vous, messieurs. Merci Vincent, bonjour à tous. Alors, je me présente Antoine Delugeot, je suis directeur du Centre d'excellence en management de projets et programmes pour le compte de la société Scalian, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance. Bonjour à tous, donc moi c'est Cyril Verbuge et je suis le CEO et cofondateur d'Ofolio, une tech qui applique de l'IA et de l'automatisation dans la planification projet depuis 4 ans. Alors avant toute chose, on voulait quand même introduire ce qu'était la planification pour ceux à qui ça parle peu, parce que finalement de la planification, on en voit, on en fait, même à titre personnel, mais derrière tout ça, déjà, il y a plusieurs niveaux de planification. On parle la plupart du temps de planification stratégique, qui consiste derrière à optimiser les flux de valeur dans les entreprises, à favoriser l'alignement et à assurer la bonne gestion d'un portefeuille de projets et programmes. À des dimensions dites plus tactiques, on va chercher plutôt, au travers de la planification, à coordonner des efforts dans des organisations très complexes où il y a de multiples individus, des sous-traitants, des co-traitants. Toute une organisation, il faut mettre toutes ces activités en musique. Et à des niveaux plus opérationnels, eh bien, ça consiste principalement à suivre l'exécution des activités, d'opérations, d'initiatives, en faire le suivi de l'avancement, sécuriser les engagements qui ont été pris. Vous avez différents types d'interlocuteurs sur ces sujets de la planification. Ça va du portfolio manager, ou au lean portfolio manager dans certaines approches, au business operation planner, au planificateur, au lead planner. Même certains project management officers se sont spécialisés dans ces métiers. Voilà, des terminologies qui peut-être vous parlent. Finalement, ce qu'on va chercher à faire dans ces métiers-là, c'est surtout et avant tout récupérer les initiatives, chercher à les ranker par rapport à leur adhérence vis-à-vis de l'organisation et du plan stratégique de l'entreprise. Et une fois les initiatives lancées, ces projets vont être structurés, découpés. On va identifier les tâches, les phases, les dépendances entre activités, le jalonnement. On va également affecter des ressources, moyens humains, des moyens matériels. Et on va chercher à en optimiser la planification, l'organisation, dans le respect et l'atteinte des objectifs fixés initialement. Puis on prend une photo, on appelle une baseline, une référence, et on va essayer de suivre le plan. Mais ce n'est pas si facile. Alors comme c'est pas si facile, c'est intéressant de se pencher sur les nouvelles technologies qui peuvent aider à rendre ce processus plus fluide, plus dynamique, plus temps réel. Et en parlant de ça, forcément, on pense à l'IA, et je voulais vous partager quelques tendances qui sont très intéressantes autour de l'IA. La première, c'est celle du Gartner, qui a publié une étude expliquant que 80% des tâches du management de projet vont être disruptées, vont être modifiées profondément par l'arrivée de l'IA, et on parle de deep learning, machine learning, génératif. Donc finalement, on est face à un monde qui se transforme, et il ne se transforme pas demain dans longtemps, mais dès maintenant. On parle donc de 2030. Donc ça pose question sur le rôle du project manager à l'ère de ces changements qui approchent. Ensuite, je vais vous parler un peu de l'adoption de l'IA. Donc l'arrivée de ChatGPT a été finalement le plus grand bienfait pour nous, parce que ça a permis d'ouvrir les yeux sur le bénéfice, la tangibilité en fait, de cet outil-là, et donc de l'IA. Et donc nous, en tant que project manager, tous autour de la salle, on s'est dit, tiens, mais il y a quelque chose de simple et facile à mettre en œuvre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 59% des sociétés sont soit déjà dans une mise en œuvre d'algorithmes d'IA sur les pratiques du project management, soit elles sont sur le point de le faire. Donc, ces changements-là, ils arrivent, et le bénéfice attendu, il a énormément évolué. Donc 61% des sociétés disent actuellement vouloir utiliser l'IA pour économiser du temps sur des tâches répétitives, ou alors soulager en fait, la partie manuelle pour se concentrer plus sur l'analyse.
Ce 61%, il est intéressant à prendre parce que si vous vous demandez quel était ce taux-là 2 ans plus tôt, donc avant l'arrivée de ChatGPT, eh ben c'était 30% sur l'IA pour les tâches répétitives. Et en fait, c'est juste la compréhension de l'IA qui a permis de se projeter sur des bénéfices attendus tangibles, donc des tâches répétitives. Et finalement, le potentiel. Donc, à quoi sert l'automatisation, le génératif? Et ben, finalement, une fois qu'on s'est libéré de ces contraintes-là dans le travail, ben, l'idée, c'est d'aller plus loin pour la performance des projets. Et la performance des projets, aujourd'hui, elle dépend souvent de la capacité à construire le meilleur chemin face aux contraintes qui sont inhérentes à l'organisation. Une des contraintes, c'est la capacité des ressources dont on dispose. Et donc, l'IA peut être un très bon levier dans cette optique-là. Alors, on va revenir un peu à la planification et au métier de planificateur, métier tant décrié, finalement. Et si c'était un peu le comptable de l'entreprise, vous savez, ce métier un petit peu rébarbatif, un peu caché, et si finalement le planificateur, c'était pas aujourd'hui le soldat inconnu? Vous savez, celui qui agit finalement dans la discrétion, l'efficacité, c'est un peu l'arme silencieuse des projets, parce qu'il travaille dans l'ombre, il n'attend pas de reconnaissance et de gloire à proprement parler, mais il est rudement nécessaire au bon déroulé des opérations. Finalement, cette responsabilité, elle est d'autant plus importante quand derrière, il faut coordonner toute une horde de soldats et les faire travailler main dans la main, les uns après les autres, selon l'ordonnancement prévu. C'est un petit peu l'homme des coulisses aussi, parce qu'il va gérer les calendriers, il va gérer les affectations, il va être finalement là pour s'assurer que les risques sont bien suivis, intégrés dans le plan également. Et tout ça ne se voit pas, mais il est en soutien constant auprès de ses équipes, parce qu'il doit systématiquement revoir le plan, le réadapter, intégrer une nouvelle dimension, des scénarios, prendre en compte justement comment ce champ de bataille va pouvoir être réorganisé pour amener le projet à la victoire. Donc finalement, tout ça, ça passe par la planification d'une stratégie. Ça demande beaucoup de travail en amont et c'est toute cette minutie qu'on lui reconnaît. Mais finalement, on n'a plus trop envie d'être un soldat, ou en tout cas, finalement, si c'est pour finir comme un soldat inconnu, c'est peut-être un peu dommage. Et c'est ce qui nous amène quand même beaucoup à des enjeux d'attractivité sur ces métiers. On peine à recruter, on peine à former, à projeter. Mais si finalement le planificateur, ça devenait un super-héros. Et avec ce que vient de dire Cyril, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses. Parce que le planificateur, il peut devenir le maître du temps. Il est capable de créer des fenêtres magiques, des espaces temporels nouveaux qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Alors bien sûr, tout ça, il ne le fera pas comme ça. La technologie peut l'augmenter. Alors c'est un peu le leader de la coordination parce que, comme un super-héros, il va être capable de réunir toute son équipe d'acolytes avec justement plein de personnages hétéroclites pour atteindre ses objectifs et combattre le crime. Alors, l'architecte de la réussite, tout ça, c'est lié aussi à toutes sortes de gadgets. Vous savez, c'est tous ces outils qu'on paramètre, ces outils PPM qu'on paramètre et qu'on augmente même, et on le verra tout à l'heure. C'est justement ça, comment combattre le crime efficacement. Soyons bien outillés et utilisons les outils avec efficience. Alors lui, c'est pas le gardien de la ville, bien sûr, on n'est pas à défendre Gotham City, mais par contre à défendre le budget. C'est finalement lui qui va avoir la clé pour vous aider à limiter tout dépassement, en tout cas à en assurer sa justification, à prévenir les risques qui permettraient de vous exposer au-delà de ce que vous aviez provisionné au départ. Alors finalement, ce super-héros qui jongle systématiquement entre les menaces et les opportunités et qui intègre dans ses scénarios toutes les clés de la réussite de vos projets et programmes, parce qu'on ne parle pas de pilote de projet s'il ne s'agit pas d'aller à gauche ou à droite de temps en temps. Le chemin tracé, vous le savez comme moi, malheureusement, ce n'est pas celui qui sera la réalité du terrain. Alors, tout ça, ça nous amène à repenser finalement un positionnement complètement différent du planificateur et à l'intégrer comme un acteur clé. On va en parler un petit peu plus tard, parce qu'en tout cas, nous, on a une vision derrière, c'est que le planificateur, il est en pleine révolution. C'est un métier qui va se transformer et il sera plus jamais soldat inconnu, il sera plutôt le super-héros de vos projets. Alors d'ailleurs, ces problématiques-là, moi je ne vais pas revenir dessus et m'y étendre pendant plusieurs temps, mais vous les rencontrez toutes, tous, normalement elles vous parlent. On perd un temps fou à initialiser nos plannings, on repart de zéro, on réinvente la poudre. On n'a pas cette approche brique, modulaire en fait, qui nous amène à repenser rapidement la planification, à intégrer des contraintes et à générer nos plannings dans l'instantanéité. Alors finalement, pareil, on ne prend en considération que très peu de paramètres
quand on établit un planning, à savoir l'ensemble des activités, leur séquencement, les dépendances entre elles, des contraintes potentielles qu'on peut avoir vis-à-vis d'un écosystème externe, vis-à-vis des activités, vis-à-vis des engagements que l'on a aussi contractuellement et qui ont été répliqués dans le planning, les ressources aussi, hein, qui sont les contraintes avec lesquelles on gravite dans ces environnements-là. Mais il y en a tellement d'autres, tellement de paramètres qui derrière vont influer la manière dont votre projet va s'exécuter. Et il y a très peu d'outils, voire pas de solutions aujourd'hui qui soient capables d'intégrer ces nouvelles dimensions. Encore une fois, combien de situations j'ai pu rencontrer et mes clients, mes partenaires, mes équipes ont pu rencontrer dans lesquelles on discute en séance, on a des instances de décision et on ne décide pas. On parle, on constate et on se dit « Ok, il faut qu'on revoie le plan. Hey, soldat inconnu, aide-moi, j'ai des nouveaux paramètres, scénarise et dis-moi quels sont les impacts. » Ok chef, dans une semaine, on a perdu une semaine. Et quand ce n'est pas des semaines, et quand ce n'est pas des mois. Et si on était capable d'élaborer ces scénarios en temps réel, d'en visualiser l'impact et de décider au moment où on est présent. Gagner ce temps, c'est redonner un avantage concurrentiel sur vos projets vis-à-vis de vos clients. C'est ça la révolution qui s'engage. Et finalement, on passe un temps de dingue, et vous le savez aussi, à collecter de l'information. C'est hyper chronophage. Ces recommandations et ce temps d'analyse qu'on aimerait avoir et dont on aimerait pouvoir en faire bénéficier tout notre écosystème projet, programme, portefeuille, ben on ne le passe pas comme on aimerait. C'est très frustrant. Mais pour ça, bon, il y a des solutions, non? On rêve tous d'avoir un super GPS dans nos projets, puisque le project manager, c'est le pilote. Donc le pilote, il est là pour réajuster la direction face aux aléas. Et aujourd'hui, ce GPS, il ne peut exister qu'avec une capacité à modéliser dynamiquement les aléas pour recalculer le chemin par rapport à tout ce qui peut interférer dans la vie d'un projet. Et Dieu sait que des interférences, on en rencontre tous les jours sur un projet. C'est intéressant de se poser la question technologiquement de qu'est-ce qui peut finalement amener, transformer ce processus de planning comme on le connaît tous, qui est un processus manuel, laborieux, vers une approche de type GPS, temps réel. Et aujourd'hui, il y a 3 grandes briques technologiques qui existent, qui peuvent s'appliquer sur le marché. La première, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle d'enrichissement. Donc ça, c'est intéressant pour un planificateur qui souhaite par exemple récupérer des données existantes, qui se dit bah, tiens, j'ai fait un super planning, moi j'ai mis toute ma logique dedans, j'ai réutilisé ce que je fais depuis des années, c'est super, mais pas le temps de mettre mon plan de charge associé, pas le temps d'intégrer les contraintes que j'aimerais mettre dans mon planning, j'ai pas le temps. Et ben aujourd'hui, il existe des algorithmes et il y a des technologies qui naissent vraiment tous les jours là-dessus sur l'enrichissement de données grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est le génératif. Donc c'est peut-être celui dont on entend le plus parler actuellement. C'est finalement, je prompte, je définis un contexte et puis l'intelligence artificielle, les algorithmes me génèrent la donnée qui correspond à mon prompt. Donc dans le cadre d'un projet, c'est moi j'aimerais lancer ça, tel et tel contexte, j'ai tant de moyens à disposition. Dis-moi algorithme, produis-moi mon chemin GPS comme vous quand vous prenez la voiture pour aller finalement quelque part. Vous faites exactement la même chose. Ben, aujourd'hui, ça commence à sortir sur pas mal de projets de manière très concrète. Et enfin, il y a d'autres types de technologies qui sont très très intéressantes dans la garantie du succès des projets. Et là, on va parler plutôt de prédictif. Donc, une question qu'on se pose souvent, c'est bon, mon plan, il est parfait, j'ai construit là ce. On sait qu'un planning, c'est jamais totalement juste et c'est le moins faux possible. Mais quelles sont mes chances de succès associées à ce projet, associées à ce plan, par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, par rapport à mon expérience, par rapport à la nouveauté du projet, par rapport à la nouveauté dans l'organisation du projet en tant que tel. Eh bien aujourd'hui, il existe des algorithmes qui peuvent aider à la prédiction de chances de succès. Et quand on est dans une phase d'arbitrage sur un portefeuille de projet, eh bien finalement, avoir du prédictif sur ces sujets-là, eh bien c'est une arme redoutable. Voilà. Pour choisir entre les bons et les mauvais et les moins bons projets à court terme et finalement assurer la cohérence stratégique du portefeuille. Merci Cyril. Alors,
avant de passer à quelques démonstrations pour rendre aussi tout ça beaucoup plus visuel et vous aider à vous projeter, moi je terminerai finalement sur une petite synthèse de ce que sont les grands enjeux aujourd'hui autour du métier du planificateur. Je ne parle pas des activités à proprement parler, mais bien du métier. Alors le premier, c'est un enjeu d'attractivité. J'en parlais tout à l'heure, on est vraiment dans un métier qui souffre aujourd'hui d'une certaine image et d'un certain positionnement. Donc nécessairement, en dotant le planificateur d'un cockpit de pilotage augmenté, de nouvelles technologies, on rend tout de suite, pour tous les digital addicts, forcément ce métier beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attractif, et surtout on vient limiter la rébarbativité de toutes ces tâches chronophages et à faible valeur ajoutée sur lesquelles il est impliqué. Ensuite, ça répond à des enjeux de capitalisation. La perte du savoir, ne serait-ce que quand un planificateur industriel s'en va, part à la retraite, ou même dès lors qu'il est absent pour des longues durées, derrière c'est toute une partie de la connaissance de l'entreprise, parce qu'il est mine de rien impliqué dans les processus de production. Il connaît également la façon dont les choses sont organisées, ordonnancées, toutes les dépendances qu'il y a derrière, et on est parfois sur des logiques et des complexités qui sont particulièrement accrues. Alors finalement, avec une approche process mining, process mapping, on peut reconstituer des briques et derrière, avec de l'intelligence, automatiser l'update d'un planning, sa création et finalement revenir à cette trajectoire qui est le GPS qu'on imagine demain, celui capable de recalculer en temps réel le meilleur chemin. Pas forcément le plus court ou le plus rapide d'ailleurs, mais celui qui convient à toutes les parties prenantes et qui intègre leurs contraintes. Il y a celle, bien sûr, de positionnement, où on était finalement du soldat inconnu, qui est finalement la petite main du projet, plus à une logique de business partnership, où j'intègre mon planificateur dans les instances de décision parce qu'il est mon accélérateur de cette prise de décision. Donc forcément, ce n'est plus du tout la même chose. Et donc, il y a des compétences nouvelles en termes de compétences humaines qui vont devoir être développées, d'autant plus fortement, et bien sûr des compétences technologiques. Et puis il y a un enjeu de compétitivité. On veut nécessairement faire aller nos projets plus vite, mais aussi gagner du temps dans toutes ces activités qu'a le planificateur. Et donc, être capable de réduire la charge d'un planificateur, c'est aussi réduire son coût, mais en évidence, derrière, c'est bien sûr se donner un avantage concurrentiel pour aller gagner les projets et atteindre le business case tel que défini au départ. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à un planificateur augmenté ? Quelques chiffres très concrets finalement, avec quelques exemples, quelques retours d'expérience qui sont très probants. À partir du moment où un planificateur a de l'expérience sur son sujet et se dote d'outils qui vont lui permettre d'aller à la pleine puissance, dans le plein potentiel finalement de son travail, il va pouvoir aider des sociétés, comme un exemple dans le nucléaire, à mieux prendre en compte des risques inhérents sur les délais, comme par exemple des risques de coactivité. Typiquement, dans ces projets-là, on se retrouve face à des contraintes qu'on a du mal à intégrer dans le plan, tout simplement parce que le plan est déjà en lui-même complexe, rien qu'avec des estimations de délais et de ressources. Malheureusement, on planifie les ressources au bon moment, mais il se trouve que ces ressources-là, elles doivent travailler dans des salles. Et ces salles-là, elles ont des capacités qui sont limitées. Et donc on se retrouve dans des situations ubuesques où finalement, mince, le planificateur, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu techniquement mettre en place toutes ces contraintes-là dans le planning, et donc le planning est faux. Alors, il est faux, ça c'est un problème technique, je dirais. Le problème derrière, c'est que les projets sont en retard et finalement les impacts se comptent en millions. La capacité d'un planificateur à intégrer de nouvelles contraintes, c'est à ça que ça sert. C'est à sécuriser des projets face à des contraintes qu'on n'avait même pas pu prendre en compte jusque-là. Ou alors des contraintes qui étaient prises en compte par d'autres personnes sur d'autres fichiers, donc finalement la cohérence était difficile à assurer. Dans l'aéronautique, il s'agit pour le super planificateur augmenté d'aider à répondre à un appel d'offres rapidement. Alors ça c'est utile parce qu'on gagne tous du temps. On sécurise finalement un processus en allant sur du generative scheduling qui permet de répondre en estimation de délai, en répondant à des estimations aussi de capacitaire pour savoir si on peut ou on ne peut pas y aller, et puis des estimations de coûts. Et puis qu'est-ce qui se passe dans un appel d'offres ? Le prospect, il change tout le temps ses requis, et une des parts de la décision se joue sur la capacité du répondant à ajuster sa réponse dans ce process décisionnel qui est de toute façon voué à nettoyer tous ceux qui n'ont pas de précision dans leur réponse.
Donc voilà à quoi il sert le planificateur augmenté. Il sert à apporter du nouveau business. Et enfin, quand on parle de predictive AI, le planificateur augmenté, il va aider la direction générale à mieux arbitrer sur les projets stratégiques, à enlever le brouillard inhérent sur finalement les bons et les moins bons projets de maintenant et peut-être les meilleurs projets de demain grâce à des outils prédictifs. Donc voilà où il est maintenant le nouveau planificateur augmenté. Et en fait, c'est une source de business. C'est à ça qui sert le nouveau planificateur. Bon, moi, je pense qu'il pense encore que tu bluffes là. Je En plus, moi, je trouve qu'on n'a pas répondu à tout parce que le thème, c'est quand même agissons pour demain. Donc là, on a quand même parlé beaucoup de demain et du planificateur augmenté, celui de demain. Et le thème environnemental dans tout ça, on sait le prendre en considération? L'environnement. Tu veux dire qu'il faudrait par exemple inclure dans un projet de l'impact carbone, par exemple? Est-ce que l'IA, elle saurait faire ça? Si vous êtes d'accord, ça vous intéresse? Ah, et j'entends beaucoup de ah oui. Il me semble qu'il y a des demandes en ce moment de reporting sur la capacité à remonter l'impact carbone des activités d'un projet. Imaginez si l'intelligence artificielle aidait le super planificateur à répondre à ces demandes qui sont du coup des demandes totalement nouvelles, réglementaires et pas du tout finalement classiques par rapport aux activités du project management. Alors voilà comment il travaille notre nouveau planificateur. En fait, il a juste à importer son planning existant puisqu'il se trouve que son projet il était déjà en cours, tout est déjà bien lancé. Mince, la réglementation arrive et il doit répondre à cette demande qui est quel est l'impact carbone de vos activités projet. Eh bien, il suffit juste de faire un petit import. On va chercher notre petit planning et des technologies retranscrivent le planning dans des technologies qui sont intelligentes du coup. Et jusqu'ici, donc rien de particulier, ce que vous allez voir, vous n'allez pas avoir les yeux ébahis, mais on est sur un Gantt. Et le problème de ce Gantt, c'est que à aucun moment on a d'impact carbone dessus. On est sur un Gantt qui est très classique avec des estimations de délai et de la logique entre des activités. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'IA pour aller rajouter des dimensions qui sont clés dans le décisionnel du projet. Et donc ça peut être par exemple la charge en ressources, ça peut être les coûts. Mais là, ici, plus intéressant, et du coup je vais essayer de te répondre Antoine, l'impact carbone. Et donc il suffit juste de demander à des outils intelligents d'enrichir les dimensions qui manquent. Et puis aussi simple que ça, l'impact carbone de chaque activité est rajouté. Donc pour expliquer peut-être un tout petit peu plus le comment, parce qu'il n'y a finalement pas de magie dans la technologie, hein, tout est dans l'algorithmie, on peut lire énormément de choses dans un planning. Le planning, c'est un livre, en fait, c'est l'histoire de votre projet. Et là, il se trouve que dans cette histoire, il manquait les 2 derniers chapitres, c'était la partie impact carbone. Les algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, peuvent déduire les chapitres manquants sur la base de tout le début de l'histoire. Et c'est ça le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et donc on peut lui demander énormément de choses. Elle voit des choses que nous, humains, on ne verrait pas. On aurait du mal à discerner en fait cette prédiction sur cette dimension-là, ou alors on aurait des modèles d'approche un petit peu en mode à 3 points. L'IA peut prendre énormément de paramètres pour faire des prédictions qui sont très intéressantes. Et peut-être pas juste à 100% d'ailleurs. Hein. Ce que vous voyez là, est-ce que c'est le bon chiffre? Peut-être que oui, peut-être qu'il faut corriger quelques éléments. Mais au moins, ça challenge le nouveau planificateur sur ces sujets-là, et ça le pousse à réfléchir, et ça le pousse à aider la direction générale sur des nouveaux sujets qui tombent, et qui étaient jusqu'ici hors de sa portée. On ne peut pas, on est sur Internet. Voilà, c'était une belle illustration de l'application de l'IA sur des sujets qui sont de plus en plus importants. Le sujet du RSE dans le projet. Donc là, vous avez eu finalement la démonstration de l'intégration d'une dimension supplémentaire, mais il y en a de nombreuses autres qui peuvent aussi vous amener à repenser aussi la valeur des projets de manière un petit peu différente, à travailler sur une logique d'arbitrage aussi beaucoup plus spécifique à votre stratégie, à vos enjeux, à votre organisation. On imagine aussi très très simplement pouvoir se libérer de certaines contraintes
notamment celles qui aujourd'hui interviennent avec des projets qui sont pas chargés, pas bien maintenus, pas suivis, et où la consolidation à des dimensions de programme ou portefeuille est compliquée. Eh bien, avec une surcouche technologique, on est capable de reconstituer de l'information, d'offrir un potentiel de multiscénarisation sur certains portefeuilles et d'accélérer, accroître la capacité d'analyse et la capacité de décision. Alors, on va prendre un petit temps d'échange pour des questions-réponses. On a plutôt bien tenu le timing, donc on a 15 à 20 minutes pour prendre les premières questions. Oula, on va prendre une demi-heure, on va prendre 1 heure, 1 heure et demie, qui dit mieux. Déjà, vous remercier. Merci beaucoup Vincent, et puis merci Philippe. Plus fort, on est juste à 870, on essaye de passer les 1000. Bon, c'est pas grave, on reviendra. Alors, la question. Des chiffres, des indicateurs peut-être ajoutés, mais finalement, c'est pas simplement la donnée qui va nous intéresser, c'est quelle est la méthode qui a mené à ces chiffres, quelles sont les hypothèses qui ont été utilisées. C'est ça que, en tant que chef de projet, on va être amené à répondre face à notre direction. Je te laisse répondre sur l'explicabilité. Qui a mené à ces chiffres, quelles sont les hypothèses qui ont été utilisées. C'est ça que, en tant que chef de projet, on va être amené à répondre face à notre direction. Je te laisse répondre sur l'explicabilité, peut-être? Oui. Attends, il te l'a piqué en plus. Alors, effectivement, les méthodes d'estimation inhérentes aux algos d'IA, en fait, c'est des systèmes de paramètres. Donc, dans des algos d'IA comme ceux que vous avez vus là, on est sur un ensemble de 97 paramètres qui vont de la longueur du nombre de caractères, par exemple, inclus dans une activité. Alors, je prends exprès un paramètre qui est un petit peu particulier et qui semble complètement hors de propos, mais justement, il l'est. Parce que, par exemple, plus une activité a un nombre de caractères important, plus elle est spécifique. Plus elle est spécifique, plus on va avoir un métier spécifique et donc pas un métier généraliste. Et donc, plus on va avoir aussi une activité qui va être assez courte. Et donc, typiquement, dans les déductions de l'impact carbone, ça veut dire qu'on va avoir moins d'impact carbone. Là, je vous ai donné un des 97 paramètres. Il y en a 96 autres. En fait, l'idée, dans cet exercice-là aussi, c'est de se poser la question dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre, qui est comment vous l'auriez fait si vous aviez dû faire cet exercice-là vous-même et en fait, ne pas hésiter à continuer à faire les estimations comme vous le faites actuellement pour entraîner les algorithmes pour qu'ils soient plus précis à travers le temps. Donc, je vous ai donné une réponse assez technique puisqu'en fait, le sujet du prédictif, il l'est. Et aujourd'hui, demander à une IA comment est-ce qu'elle a produit son résultat, comment dire, c'est pas finalement cette partie-là qui va intéresser l'algo, c'est plus le comment on le corrige à travers le temps pour que les prédictions soient La bonnes. nécessité des entreprises de protéger leurs données. Notamment, régulièrement, on nous demande de ne pas utiliser l'outil d'IA générative pour générer ce genre de rapport, pour éviter de divulguer des données ne sachant pas ce que fait l'IA derrière avec ces données. Notamment, régulièrement, on nous demande de ne pas utiliser l'outil d'IA générative pour générer ce genre de rapport, pour éviter de divulguer des données ne sachant pas ce que fait l'IA derrière avec ces données. Tu veux répondre ou je réponds? Je prends un puis je te passe si tu veux. Pas simple. Non, c'est pas que c'est pas simple, c'est une question qu'on a tout le temps en fait. Nécessairement, dès lors qu'on commence à introduire un nouveau levier digital et technologique qui embarque de l'IA, on est dans des modèles où on s'expose effectivement à des fuites de données. Alors forcément, il y a des solutions qu'on va pouvoir déployer on-premise, de manière totalement isolée, et sur lesquelles on va parler plutôt d'IA propriétaire, où finalement nos clients vont capitaliser l'ensemble de leurs données au fur et à mesure sans qu'elles soient à aucun moment exposées dans le cloud. Après, forcément, ça amène des limites aussi sur toutes les mises à jour applicatives. Donc il y a tout à fait la possibilité d'envisager un autre scénario qui consiste à avoir la partie applicative dans le SaaS et derrière toute la partie hébergement de données chez nos clients, donc totalement isolé avec des canaux de communication privés et sécurisés. Enfin, j'aurais tendance à penser que ça fonctionne comme ça, non? C'est ça. En fait, finalement, IA ou pas IA, c'est juste une question de quand on parle de la confidentialité, de la sécurité
de la data, c'est où est la donnée et est-ce que j'ai des process qui me permettent de m'assurer que je maîtrise en fait l'intégrité de la donnée. Donc si la question elle est insoluble quant à mettre ma donnée dans un SaaS, alors dans ce cas-là, c'est ce que tu disais Antoine, il faut effectivement envisager de la localiser sur des serveurs, mais les algorithmes d'intelligence artificielle, ils peuvent être aussi localisés sur les serveurs, ce qui fait que c'est le même sujet. En fait, il n'y a pas de, Moi j'avais voilà, une il y a pas de question décorrélation qui est liée en fait au data, la parce gestion qu'en de la fait data qui dit classique machine et, learning dit IA. data initiale. tel que en tout cas. Je prends l'impact carbone comme vous l'avez pris. Si aujourd'hui vous mettez un outil alors que vous n'avez pas d'information, vous, dans vos plannings d'impact carbone, ce qui est le cas quand même aujourd'hui de beaucoup d'endroits, comment l'IA va apporter quelque chose, puisqu'en fait elle n'a pas cette data-là. Aujourd'hui vous mettez un outil alors que vous n'avez pas d'information, vous, dans vos plannings d'impact carbone, ce qui est le cas quand même aujourd'hui de beaucoup d'endroits, comment l'IA va apporter quelque chose, puisqu'en fait elle n'a pas cette data-là. En fait, entraîner les modèles, mais c'est intéressant parce que l'IA elle est assez agnostique quant à l'aspect standardisation. On n'est pas obligé d'avoir des plannings qui contiennent en fait toutes les informations qu'on souhaite avoir demain pour que l'IA les déduise ces informations-là et fasse le lien. C'est justement en fait finalement des entraînements de modèles. Ils peuvent se faire sur n'importe quel type de support. Et donc, finalement, l'IA, elle peut faire le lien, on peut l'entraîner à faire le lien toute seule. Alors après, finalement, si on veut que ça soit plus pertinent plus vite, c'est beaucoup plus simple quand on a un lien direct entre l'impact carbone et l'activité d'un projet. Mais si, par exemple, on a entraîné l'IA à déduire l'impact carbone par rapport à un taux d'activité de personnes, combien consomme un profil par jour, etc., ben finalement, après, on a des éléments dans le planning qui permettent de faire le lien avec ça et de déduire l'impact carbone des projets. Je vais peut-être apporter un complément sur cette dimension-là. Par exemple, des questionnements qu'on rencontre beaucoup, c'est comment j'intègre la dimension risque dans ma planification. Et finalement, si on était capable aujourd'hui de faire le lien entre les registres de risque et la manière dont ils ont effectivement été correctement mitigés ou au contraire se sont transformés en problèmes, et les impacts qu'ils ont pu avoir, notamment en suivant nos écarts vis-à-vis des baselines initiales, on est capable d'associer à ces registres-là des projets et donc des facteurs environnementaux caractéristiques de ces projets-là. Et au travers d'une quantité très importante de données sur de multiples projets, eh bien, d'alimenter la planification initiale en intégrant la stratégie de réponse au risque la plus adaptée. Donc encore une fois, on vient créer des espaces de capitalisation. Il y a tellement de data disponible dans le management de projet. Si on est capable de la capitaliser correctement, de faire les liens et les intégrations entre la dimension risque, la dimension coût, la dimension planning, etc., on peut avoir derrière des scénarios autoconstruits avec un GPS qui vous donne le bon chemin à suivre, celui qui s'appuie sur toute une expérience passée, sur vos processus, mais la donnée, elle est clé. La démonstration que vous avez faite avec l'impact carbone, elle est à la fois bluffante et préoccupante pour moi. Comment l'IA va répondre? Moi, si j'avais une personne en face de moi, un collaborateur, selon son niveau de compétence, soit il va me poser des questions pour clarifier en fait ma demande, il va me poser des questions donc plus ou moins pertinentes, soit des questions pour clarifier pour que la personne elle monte en compétence, soit si c'est un expert, il va me poser des questions pour clarifier en fait pour que en gros moi j'apprenne à mieux exprimer mon besoin. Donc, là, tout à l'heure, vous avez fait le calcul du carbone impact. Il s'est basé sur quoi pour calculer que, par exemple, le montage site spectre, c'était 5. Peut-être que montage site, pour moi, ça veut dire quelque chose, pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose, etc. Moi, je trouve que c'est un challenge. Donc, comment est-ce que ça... Comment il obtient ces chiffres-là, parce que ça m'inquiète un peu. Pour moi, ça veut dire quelque chose, pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose, etc. Moi, je trouve que c'est un challenge. Donc, comment est-ce que ça. Comment il obtient ces chiffres-là, parce que ça m'inquiète un peu. Faut
Ou tu reformules sur l'explicabilité. Donc en fait, Parce qu'il ne pose aucune question, il n'a posé aucune question, en fait. Clarifier si... exactement, oui. Et puis ça rejoint aussi le sujet de l'hypothèse pour y arriver. Alors, je vais faire l'analogie avec un sujet peut-être qu'on connaît plus parce qu'il date. C'est le scandale de Cambridge Analytica sur le profilage des humains. Et en fait, à partir de 50 paramètres sur vous, on est capable de prédire votre comportement sur les prochains jours à très proche de 100%. Et ça, comment ça marche? C'est parce qu'en fait, à partir de la connaissance de 50 paramètres, eh ben, on peut faire des croisements et donc faire du prédictif sur l'humain. Et c'est exactement la même chose sur un planning. À partir du moment où on croise en fait un ensemble de paramètres, donc je vous donnais l'exemple du nombre de caractères dans une activité, c'est juste un des 97 paramètres. Donc après, il y en a plein d'autres. Et derrière, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, il faut avoir aussi une forme de prudence par rapport aux résultats. L'IA, elle n'est certainement pas là pour dire voilà le résultat, c'est comme ça, envoyez ça aux auditeurs de votre démarche RSE projet. Elle est là pour vous donner un premier résultat que vous allez pouvoir aussi challenger. Parce que comment vous l'auriez fait, vous, l'exercice, si vous aviez dû vous palucher activité par activité cet estimatif, ça aurait été probablement extrêmement complexe, peut-être même très hétérogène d'une personne à l'autre. Donc l'IA, en fait, elle est là pour donner déjà un premier bout de réponse, une réponse qui va aussi s'affiner avec le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Par rapport à l'optimisation des plannings. Donc il faut le prendre avec prudence, surtout pas se dire effectivement c'est ça que j'envoie, mais c'est une aide, c'est un assistant. Des méthodes agiles où on est plus focalisé sur la valeur produite plutôt que sur le respect de la date. Les IA qui sont capables d'analyser des plannings utilisent des méthodes agiles où on est plus focalisé sur la valeur produite plutôt que sur le respect de la date. Oui, et il y a même d'autres, il y a des solutions d'IA de ce type-là qui ont été créées d'ailleurs dans d'autres pays. En UK, ils sont assez actifs sur le sujet. Et finalement, la valeur créée est une des dimensions d'un projet. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui d'entraîner des modèles sur la valeur acquise sur des projets et d'essayer de produire des simulations en essayant d'optimiser l'acquisition de la valeur, qui peut être une valeur économique ou qui peut être des piliers stratégiques qu'on a définis au sein d'une entreprise. La démarche RSE peut en faire partie, par exemple, et donc typiquement l'impact carbone peut aider à faire ces estimations d'acquisition ou de détérioration justement de la valeur à partir du moment où c'est de l'impact négatif du carbone. Et il est possible d'utiliser du coup des algorithmes de vos simulations. Oui, qui a défini ces 97 paramètres? L'IA. Oui, mais... Non, non, mais voilà, c'est peut-être une question bête, mais... Non, en fait, c'est un... L'IA. Non, C'est peut-être une question bête, mais... Non, en fait, c'est un... Alors bon, là, c'est de la pure démarche technologique d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'était un travail avec mon cofondateur William Casey. C'est un travail qu'on a mené déjà nous en chambre au début. Ça fait nous-mêmes 4 ans qu'on y travaille, mais c'est commun à tout finalement fondateur d'une tech IA, que ce soit pour du planning ou pour toute autre chose. C'est une des premières questions, c'est finalement quel est le modèle que je vais appliquer, comment j'entraîne le modèle, quels sont les paramètres qu'on y applique. Et pour ça, en fait, nous, on a travaillé avec des partenaires dans le conseil qui ont la chance en fait, d'avoir une vue très large en fait, sur les pratiques du management de projet, tout secteur confondu, toute typologie. Donc finalement, ça devient intéressant de pouvoir définir les grands patterns et également avec, du coup, avec des industriels qui connaissent leur métier et qui sont capables de dire tiens, en fait, pourquoi cette tâche c'est plus ou moins long, ça c'est la maturité des équipes ou ça c'est tel paramètre. Donc ça c'est des éléments intéressants qui sont à prendre en compte. Donc la modélisation c'est pas un travail qu'on finit, c'est un processus. Donc c'est amené à vivre. Les concepteurs de l'IA qui définissent les paramètres. Exactement.
dans votre logiciel. Oui, et peut-être pour vous donner un... Le logiciel qui fait le même type de prédiction, en fait, pour avoir des paramètres différents. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, même au sein d'un même outil, aujourd'hui, si vous posez une question à ChatGPT, essayez de le faire d'ailleurs, et vous posez la question maintenant, et reposez la même question dans quelques mois, vous aurez une réponse différente. Bonjour. Voilà, Je vais parce que rendre les le modèles, micro, ils vivent. c'était un peu ça Donc sur ça pose d'autres questions d'ailleurs, hein, sur les algorithmes la et maîtrise en fait, de la si- prédiction, comment mais vous les voilà, c'est un autre quantifiez, sujet. vous avez répondu. Et ce que je trouve difficile pour nous en tant qu'utilisateurs, c'est après quelles informations on pourra avoir. Nous, pour comprendre quand même un minimum sans être des experts, mais de savoir, là vous parliez d'explainabilité, mais il y a aussi le côté, est-ce que je peux faire confiance à la donnée, à l'estimation, à la prédiction. Qu'est-ce qu'il y a derrière leur algo à ces data scientists qui pensent savoir notre métier? Moi, je dis ça exprès juste pour dire, ça paraît tellement complexe de pouvoir après générer le CO, enfin, l'empreinte carbone. Donc, merci pour l'explication sur les algos. Mais du coup, par exemple, vous mettez quand même en entrant des templates ou des modèles d'empreinte carbone, ou c'est dans vos 90 paramètres. Donc, merci pour l'explication sur les algos. Mais du coup, par exemple, vous mettez quand même en entrant des templates ou des modèles d'empreinte carbone, ou c'est dans vos 90 paramètres. Des datas d'empreinte carbone, oui, effectivement, mais qui ne sont pas forcément liées à des plannings, hein. Ça peut être tout type de support. En fait, l'IA, elle est agnostique, donc on peut l'entraîner sur différents jeux de données. D'ailleurs, juste pour rebondir sur la confiance, je pense que c'est important de ne pas faire confiance à l'IA. Je dis ça en étant le CEO d'une tech qui fait de l'IA, parce qu'en fait, c'est un outil. Donc, en fait, il ne faut jamais se dire que l'outil fait le travail à notre place totalement. On est là pour aider l'outil à bien faire le travail, ou l'outil nous aider à bien faire le nôtre. C'est pour faire le lien avec le symbiotique de la conférence d'ouverture. Et l'IA, il faut la challenger constamment. Elle vous challenge, vous allez la challenger. Mais on va prendre un exemple qui est encore plus basique, qui n'est même pas de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous prenez deux outils de planification du marché, vous faites la même chose, ça ne vous donne pas forcément le même résultat. Parce qu'il y a des algorithmes de planification, de calcul de date derrière qui peuvent être différents et qui sont un peu différents. Donc les experts de planning le connaissent, le savent et donc savent jouer avec ça, enfin savent finalement gérer ces situations-là. Mais la plupart des chefs de projet utilisent des outils sans comprendre comment est-ce que l'outil a calculé les dates. Ça paraît très trivial de se dire, tiens, dans un Gantt, je pose une date, puis ça me calcule toutes mes dates de fin. Mais derrière, en fait, est-ce qu'on se pose la question de la compréhension de l'algorithme? Finalement, pas tant que ça. Mais ça n'empêche pas de contrôler le résultat et de vérifier la pertinence du résultat par rapport à nos objectifs projet. C'est exactement la même chose avec l'IA. Sauf que comme c'est un peu nouveau, on a tendance à se poser beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il faut continuer à se poser ces questions-là et rester attentif en fait, et prudent et l'utiliser comme un outil et non pas comme finalement une technologie qui va nous remplacer, quoi. Vous faites des rétrospectives si vos prédictions étaient bonnes? Ah, c'est super important. Ouais. Ça fait partie du jeu. Je vais être un brin provocateur, mais est-ce que vous avez tous confiance en vos plannings actuels? Ça dépend ce que vous entendez par confiance. À la lecture de nombre d'entre eux, moi, j'ai très rarement eu confiance. Et je les ai challengés, presque autant qu'on pourrait challenger l'IA finalement. Donc, je suis pas, moi, en tout cas, je reste persuadé que le débat n'est pas là, même s'il y a toujours des choses à faire. Voilà. C'est ça, connaître les modèles. Ne pas maîtriser ça, en fait. Ça, c'est une énorme inconnu. Bien sûr, mais si on ne maîtrise pas ce qu'il y a derrière l'IA et la manière dont on peut le nourrir, l'enrichir et le rendre plus prédictif, c'est exactement la même chose que de ne pas avoir de culture projet, de ne pas maîtriser l'ensemble des paramètres qui derrière un outil permettent à l'algorithme de fonctionner correctement et de vous offrir une planification fiable. Vous avez parlé des différentes data que vous c'est-à-dire utilisez, planning dans des les données sont stockées et on l'utilise pour chaque entreprise. Si j'ai une société qui a un spécifique, vous avez un différent set de data qui utilise ces informations pour donner une réponse, l'empreinte carbone. Est-ce que moi, je peux venir vers vous en disant, voilà, ce set de data, lequel est-il? Quels sont les différents critères que vous utilisez? Est-ce que je peux vous demander de rajouter des critères différents qui est spécifique à mon domaine et continuer à entraîner l'IA pour quelque chose qui me convient à mon secteur d'activité
Et surtout, que ces éléments que moi je désire dans ma société soient gardés chez moi et non pas partagés avec les autres. Comment est-ce que vous répondez l'IA pour quelque chose qui me convient à mon secteur d'activité et surtout que ces éléments que moi je désire dans ma société soient gardés chez moi et non pas partagés avec les autres. Comment est-ce que vous répondez? On parle des dimensions, là. Court. Oui. Challenge accepted. Non, mais je vais étayer un tout petit peu. Effectivement, si on veut transformer le planificateur en source d'avantages concurrentiels, nécessairement, il faut que l'outil qu'il ait dans la main, et en l'occurrence l'IA, soit l'outil parfait pour sa société, donc customisé. Et donc nécessairement, le travail à la paramétrisation et à l'adaptabilité des paramètres, il devient super intéressant. Mais là, c'est vraiment la step 2. Je maîtrise l'algo d'IA et ensuite je l'adapte pour qu'il me rende encore plus performant par rapport aux spécificités de mon organisation. Et donc oui, c'est tout à fait possible. Mais vous dites pas encore. Si, on le fait déjà. Mais souvent, c'est une démarche en 2 étapes. Parce que d'abord, il y a une étape de maîtrise aussi pour mieux comprendre, mieux accepter et après, mieux adapter. Merci. On va être obligé de... Merci beaucoup. Alors juste, avant de partir, s'il vous plaît, je voulais juste vous informer qu'on avait un petit jeu à notre stand, un petit jeu de piste auquel ont concouru quelques-uns d'entre vous, j'espère. En tout cas, il y en a quelques-uns que je reconnais qui sont venus me voir parce que j'étais moi-même sur le jeu de piste. Et on voulait juste récompenser les gagnants qui ont reçu un petit message et qui normalement étaient conviés à venir pour récupérer leur récompense. Donc on va les appeler, s'ils ne sont pas là, on les trouvera, on saura les trouver. On a parlé de GPS, donc ne vous inquiétez pas, on saura faire. Alors je vais laisser Rosalie annoncer les 3 gagnants. Yes. Alors, Attendez 2 secondes quand même, ceux qui veulent quitter la salle. Ils n'ont peut-être pas eu la chance de participer. Alors, notre première grande gagnante, je crois qu'elle est parmi nous d'ailleurs, qui est Myriam Prudhomme. Ah. Alors, premier prix, donc une bouteille d'eau. Non, pour le premier prix, donc c'est une jolie petite bouteille de champagne. Accompagnée d'une bière artisanale, brassée par une 50aine de nos consultants. Voilà, on s'est aussi spécialisé, il faut voir plus loin et diversifier son offre de service. Voilà. Félicitations, quand même. Ouais. Ah. Il y a 3 houblons, c'est une ambrée et puis un ingrédient mystère. Si un jour vous le trouvez, vous me le dites. Il est légal. Pour le deuxième ? En fait, le jeu était apparemment assez compliqué finalement. Donc on a 2 personnes égalité à la 2e place qui sont, j'espère, présentes. On a Serge Conan et Sandrine Alaphilippe. S'il y a besoin d'un nom, je peux le donner. T'as déjà goûté. Bon, mais on les attendra à notre temps, c'est pas très grave. Voilà, ils ont l'un ou l'autre. En tout cas, merci d'avoir participé. Les questions étaient un petit peu compliquées, mais si vous n'avez pas pu participer, vous n'avez pas pu remporter le jeu, vous viendrez au prochain, je crois à Montpellier, du coup, prochain événement, qui sera un peu sur un autre thème. Merci à tous. Merci beaucoup, merci au PMI, et puis c'est pas fini. Merci à Cyril et Antoine pour la qualité de la présentation et les questions qui sont nombreuses sur un sujet passionnant. 15 minutes de break, donc vous pouvez rejoindre la salle Mazarin, je village des partenaires. Et on se retrouve à 15h15 en salle Richelieu pour la dernière keynote. Merci à tous.